Je vous propose que l'on reprenne. Gianfranco, je te laisse devenir Monsieur Chat. Les questions commencent à apparaître et il y en a deux en particulier relevant de possibles contradictions. L'école est d'ailleurs faite par les contradictions. Là, il y en a deux qui sont soulignées. La première, c'est comment est-il possible de concilier un semestre de liberté avec une forme scolaire et des objectifs scolaires qui resteraient classiques? N'y a-t-il là pas une contradiction? D'ailleurs, Jean-Pierre a mis les références en chat, vous les trouvez, de la Revue internationale d'éducation de Sèvres de avril 2020 qui permettent d'avoir les éléments sur cette expérience coréenne. L'autre contradiction qui est soulevée, qui d'ailleurs me touche directement parce que c'est le sujet de mon intervention dans quelques instants, c'est comment est-ce possible de concilier un développement d'une place curriculaire au niveau local, au niveau de l'établissement scolaire, avec des principes égalitaires que la logique d'établissement risque de mettre en cause par une mise en concurrence des établissements entre eux, avec des inégalités qui, au lieu de diminuer, se renforceraient. Donc voilà, là, il y a certainement deux contradictions importantes qui doivent nous faire réfléchir. Alors, je veux bien dire quelques mots sur la première qui a été soulevée. Pourquoi j'ai cité l'exemple de la Corée du Sud? Ce n'est pas en donnant exemplarité, valeur d'exemplarité au curriculum sud-coréen. C'est simplement pour exposer le fait qu'on peut imaginer, y compris dans un système de curriculum extrêmement verrouillé, extrêmement contraint, on peut imaginer d'assouplir en quelque sorte ce curriculum en prenant en compte autre chose que la recherche de l'excellence à tout prix, visant à dégager une élite et à fournir par ailleurs de l'employabilité à bon marché au reste de la société. Donc, il ne s'agit pas de dire faisons comme la Corée du Sud, il s'agit de dire que dans des systèmes extrêmement contraints, on peut aussi modifier le curriculum réel et le curriculum prescrit, ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, on donne quitus à ce curriculum pour l'ensemble de sa conception de la relation au savoir. Peut-être sur la deuxième partie, peut-être que tu te réserves après ton intervention, Gianfranco, pour répondre à cette question de l'association du curriculum local avec le curriculum national. On pourra aussi d'ailleurs interroger là-dessus Louisa, qui pourra évoquer l'exemple du curriculum national italien, qui laisse une grande part d'initiative au local. Je veux bien réagir juste sur ce dernier point très brièvement, Jean-Pierre et Gianfranco, pour dire qu'effectivement, ça a été montré, y compris par la recherche, le fait que Annie Prend regarde la place accordée à l'établissement dans l'élaboration curriculaire et dans l'évaluation produit des disparités et probablement aussi des inégalités. Mais je pense que ça n'est pas mécanique parce que ça dépend véritablement, pour le coup, des formes de pilotage, d'accompagnement, d'encadrement et aussi de la confiance et du mandat qui est accordé aux enseignants. Dès lors qu'on s'interroge aussi sur les politiques curriculaires, on doit aussi penser la question des ressources humaines, de la façon dont les mandats qui accompagnent les missions. Et je crois déjà que cette dimension de responsabilité et de confiance, si elle fait défaut, favorise justement une forme soit je dirais, d'inféodation des enseignants par exemple, à des leaders ou à des chefs d'établissements locaux, ce qu'on observe dans beaucoup de contextes anglo-saxons. Mais par ailleurs, je dirais que c'est une illusion de s'imaginer que le caractère national des programmes va de pair avec une sorte de neutralisation de la diversité, de la disparité. Nul ne peut le penser et je crois nul ne l'imagine. En réalité, le caractère national des programmes ou des curriculums peut être aussi la bonne conscience de politique qui au fond,
enregistre néanmoins les inégalités, les disparités entre les établissements qui existent par ailleurs en termes à la fois d'attractivité, de performance, etc. Donc je ne crois pas qu'il y ait véritablement d'approche raisonnablement mécanique de cela. Je crois que c'est plus complexe et que ça touche d'abord aux liens de confiance, d'accompagnement, de soutien qui sont ceux de politique, des formes de pilotage, des curriculums et des ressources humaines dans un système éducatif donné. Gianfranco, il y a une nouvelle question dans le chat. Oui, ben là, il y a une réflexion sur des possibles sensibilités différentes entre, je dirais, un objectif qui serait plutôt celui de mettre l'accent sur le principe de justice du système scolaire comme horizon à atteindre, et celui, par contre, qui verrait l'enjeu central dans une référence, je dirais plutôt en termes de contenu, comme enjeu à développer. Est-ce qu'il faut une école qui se développe vers plus de justice sociale, ou est-ce qu'il faut une école qui réfléchisse à des contenus plus adaptés à la réalité actuelle? Voilà, peut-être je peux interpréter dans ces termes cette question, tout en se demandant si c'est vraiment une contradiction entre les deux d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je pense effectivement, il y a nos voix, nos paroles sont différentes sur l'objet. Je pense que c'est une claire illustration d'ailleurs de la façon dont on a travaillé, c'est-à-dire on est sur un travail de clarification en réalité. Hein. Je crois qu'on est vraiment dans une démarche assez exploratoire et au fond, c'est notre premier séminaire et je pense que c'est tout à fait important de poser aussi y compris non pas les dissonances, parce que je ne vois pas de dissonance dans nos propos, mais peut-être des manières de l'approcher un peu différentes. Bien évidemment, l'horizon de la justice sociale, j'en partage l'augure. Simplement, je m'interroge pour ma part sur la façon dont, y compris la question de la justice, peut être y compris intégrée dans un agenda politique qui va lui faire une place, je dirais, quasi... oui, enfin... J'allais dire ornemental, c'est un peu beaucoup, mais on a dans les politiques néolibérales aujourd'hui de la justice dans la bouche. Hein. On est dans des programmes ou des propos ou des politiques publiques qui affirment cette question d'une manière très forte, mais y compris la façon dont on dessine une société juste varie. La justice sociale n'est pas la justice scolaire, n'est pas quelque chose qui existe en soi. Ça demande à être pensé en référence à la fois à des savoirs, à des contrats sociaux qui sont différents selon les pays et qui associent aussi une société dans ce qu'elle est, pas dans ce qu'on voudrait qu'elle soit. Donc je pense qu'il y a là des enjeux de clarification qui me paraissent essentiels et qui renvoient effectivement, alors peut-être parce que ça me tient particulièrement à cœur, mais qui renvoient aussi à des formes, des récits qui organisent des communautés, des mondes sociaux qui varient, mais qui sont travaillés, et c'est ça la globalisation, qui sont travaillés aussi par des narrations globales qui influent sur leur propre devenir. Et je crois que c'est un peu à ce moment historique dans lequel nous sommes que nos sociétés sont confrontées. Et l'intérêt, justement, je trouve, de cette ouverture internationale, de ce partage d'expériences qui va encore prendre plus de poids cet après-midi, autour justement des retours d'expérience sur des réformes curriculaires ici et là. C'est une manière précisément de concevoir qu'il y a sans doute des invariants dans les questionnements, mais aussi des spécificités locales. Et que donc on ne peut pas, je dirais, essentialiser les questions dont nous traitons, mais qu'on doit travailler à leur clarification. Je crois que de ce point de vue-là, on n'est pas du tout en désaccord avec Jean-Pierre, mais en revanche, je crois qu'il y a une forme en tout cas, de complémentarité dans nos regards posés sur ces questions. Oui, j'enchaîne effectivement pour confirmer cet aspect complémentaire. En fait, j'ai fait, par rapport à l'intervention de Régis, j'ai fait allusion à 2 reprises à l'histoire de l'éducation française, en faisant référence d'une part avec le principe de justice au plan Langevin-Wallon,
qui fait partie aussi, d'une certaine façon, il a été mythologisé de façon à ce qu'on y fasse une référence polie sans jamais le mettre en œuvre. Et d'autre part, à Condorcet, dont tout le monde se réclame, sans pourtant conserver l'essentiel du message, c'est-à-dire cette capacité à rendre, à la suite de la formation à l'école, des citoyens capables de critiquer et non pas d'admirer les choses telles qu'elles sont et les constitutions telles qu'elles sont faites. Donc, il y a cette dimension critique, et cette dimension critique, justement, va de pair avec cette idée de justice, puisque ce que nous refusons, c'est que, par exemple, l'enseignement de la philosophie soit réservé à certains et que certains en soient écartés, alors qu'il nous semble que cela participe effectivement de la formation commune nécessaire pour développer justement cet esprit réflexif du citoyen. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre la visée de certains principes et puis la mise en cause de l'organisation des savoirs scolaires telle qu'elle est, mais qu'il y a au contraire un lien réel profond.